Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube. Merci encore à tous. Donc là, je fais cette vidéo en urgence. Je n'ai absolument rien préparé. J'ai appris il y a environ 1 heure de cela que le barrage hydroélectrique de Nova Kakhovka en Ukraine donc, a été détruit. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot. Qui a fait cela? Les Ukrainiens. Comment je le sais? C'est très simple. Moi, j'avais déjà fait une vidéo ou deux l'année dernière sur le barrage de Nova Kakhovka. Car le barrage de Nova Kakhovka l'année dernière, il y a peut-être 8 mois, 7 ou 8 mois, peut-être même 9 mois maintenant, était bombardé par les Ukrainiens. Et en plus, les Ukrainiens avaient fait une opération amphibie pour poser des mines sur le barrage. Cela avait été déjoué par les militaires russes qui à ce moment-là le surveillaient. Pourquoi ils le surveillaient? Parce que le barrage servait de pont. Donc les Russes pouvaient faire des allées et venues sur ce barrage qui sert aussi de pont. Et donc à cette époque-là, le pont était surveillé, il était bien protégé parce qu'il l'utilisait. Et c'était à ce moment-là, souvenez-vous qu'en plus il y avait le coup de la bombe sale qui devait être fabriquée par les Anglais, avec l'aide des Ukrainiens, mais ce sont les Anglais qui devaient faire cette bombe sale. Donc le porte-parole de la Russie à l'ONU avait apporté des preuves, et c'était plein de cette bombe sale, je dis bien à l'ONU officiellement. Donc là, les événements étaient concomitants. Alors le coup de la bombe sale, comment on l'a su? C'est quand les Russes ont vu qu'il y avait des bateaux anglais qui avaient accosté sur le port, dans le port d'Odessa, avec énormément de matériaux radioactifs. Donc c'est pour ça que les Russes disaient que les Anglais voulaient faire une bombe sale et l'utiliser en Ukraine, bien évidemment. Donc il s'en était plein à l'ONU. Mais en même temps, donc encore une fois, je vous dis, les événements étaient concomitants. L'artillerie ukrainienne, et je vous ai parlé de cette mission amphibie pour saboter le barrage, était donc bombardée par l'Ukraine. Voilà. Alors les Russes ont pu arrêter très 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 vite ces tirs d'artillerie sur le barrage parce que très très vite ils avaient détruit les obusiers qui tiraient sur le barrage. Et puis comme heureusement c'était des obusiers, des vieux obusiers soviétiques, donc les obusiers russes de l'époque des années 70, 80 qu'ils utilisaient sont extrêmement imprécis. Et puis inutile de vous dire que les obusiers n'étaient pas utilisés par des maîtres obusiers, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bref, tout ça c'était pas au tout début de la guerre, mais bon, la guerre avait que quelques mois. Voilà. Et c'était aussi au même moment que les Ukrainiens bombardaient la centrale de Zaporizhia. Voilà. Donc ils bombardaient et ils ont pendant des mois et des mois, ils ont bombardé la centrale de Zaporizhia. Voilà, ou Zaporizhia, comme on voudra. Et donc, les Russes s'en étaient pleins. Et alors, à ce moment-là, bon, on disait oui, qui a bombardé la centrale de Zaporizhia? On ne sait pas, on se tâte. L'AIEA était venue avec Monsieur Grossi,
le directeur de l'AIEA. On lui a montré toutes les preuves, on lui a montré les trajectoires des obus, on lui a montré les dégâts. En plus, le jour où M. Grossi de l'AIEA arrivait pour son inspection, c'est là qu'il y a eu la première opération amphibie pour reprendre la centrale de Zaporijie. Au moment où il faisait son inspection, où il arrivait. Vous vous souvenez quand M. Grossi était arrivé, on l'avait fait poireauter pendant des heures à son grand mécontentement, parce que lui, il voulait entrer, mais les forces ukrainiennes, les quelques forces ukrainiennes sur place, l'en empêchaient. Vous vous souvenez de tout cela? Il avait été fort mécontent. En fait, il l'en empêchait parce qu'à ce moment-là, il y avait l'opération amphibie ukrainienne qui avait été initiée par Boris Johnson à cette époque-là. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, tout le monde se souvient de ces événements-là. Et depuis qu'il y a eu cette première opération amphibie initiée par Boris Johnson, on l'a su parce que les Russes avaient fait des prisonniers, et un des prisonniers avait parlé, sachant que dans les prisonniers, il y avait quelques forces d'élite anglaises. Maintenant, je ne sais pas, et MI6, et MI7, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y en a un qui a parlé. Voilà, donc c'était très drôle. Et lui, il a dit, c'est Boris Johnson qui a fait cette opération commando. C'était la toute première. Ensuite, il y en a eu 3 autres. Il y en a eu 4 en tout. Toutes les tentatives pour prendre Zaporijie ont échoué. Voilà. Et donc après, le cours de la guerre a continué. Les Ukrainiens manquant cruellement d'obus, ils se sont calmés sur les tirs de Zaporijie. Et ils avaient carrément arrêté les tirs sur le barrage de Novakarovka. Donc tout allait pour le mieux. Mais là, que s'est-il passé? Alors le 4 et le 5 juin, c'est-à-dire avant-hier et hier, il y a eu le début d'une grande offensive ukrainienne. Enfin, donc qui s'est passé dans le sud-ouest, de l'oblast de Donetsk, dans 5 endroits différents. Voilà. Mais ces débuts de grandes offensives, parce que 3000 hommes, en gros, 3000 hommes, 60 tanks, peut-on appeler ça la grande offensive? Non. Je vous rappelle que le New York Times disait qu'une grande offensive était imminente. Là, pour le coup, ils avaient raison. Mais le New York Times disait, ouais, les Ukrainiens ont amassé 12 brigades, c'est-à-dire environ 48 000 hommes pour faire cette grande offensive. Ils avaient repris ça, évidemment, de Kiev. Voilà. Après, les chiffres ont fluctué, 40 000, 30 000, 35 000, bon bref, suivant les médias. Mais c'était dans ces eaux-là. Là, il y a eu 3000 soldats ukrainiens qui ont été envoyés, 60 tanks environ, ou même assez exactement, d'après le ministère de la Défense russe. Bref, il y a eu une offensive le 4, elle a lamentablement échoué, ils sont retournés à leur point de départ, les Ukrainiens, et il y en a une seconde, le 5, voilà, qui a échoué aussi lamentablement, mais avec des dégâts encore pires que la première offensive. Alors je vais pas parler de ces offensives ici parce que je le réserve pour le point sur l'Ukraine qui va arriver samedi, où je vais vous en parler vraiment dans le détail. Mais en gros, l'explosion du barrage de Novakarovka s'est faite le 5, la nuit du 5, vers 2h20 du matin. Comme par hasard, au moment où la seconde offensive, c'est-à-dire le même jour, pas le même moment, mais quasiment la même heure que l'échec total de la seconde offensive. Comme par hasard. En gros, les Ukrainiens sont battus, complètement battus, puisque leur tentative de grande offensive a totalement échoué, et ils se sont vengés sur le barrage de Novakarovka. Voilà. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi? Quel est l'intérêt? Voilà. Alors pourquoi? Ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. L'année dernière, quand ils essayaient de détruire ce barrage,
C'était tout simplement pour bloquer les Russes. Voilà. Et à cette époque-là, pourtant, voilà, les médias, l'armée ukrainienne, l'armée russe, il y avait encore un flottement. Voilà, mais maintenant, plus d'un an après, 14 mois après, maintenant on sait que l'armée ukrainienne est complètement à la ramasse. Et là, cette fameuse grande offensive qui a été poussée par les États-Unis pour vraiment qu'il fasse cette offensive quoi qu'il arrive, alors que Zelensky, il y a quoi, il y a quelques jours dans le Wall Street Journal avait déclaré que l'Ukraine n'était pas prête à faire une grande offensive puisqu'il lui manquait trop d'équipement. Ça c'est Zelensky lui-même, hein, il y a quelques jours dans le Wall Street Journal. Hein. Voilà, sans compter que bon bah ils arrêtaient pas de trouver des excuses pour reculer la grande offensive. Ça c'est dans les grands journaux. Hein. C'était dit non, on n'est pas encore prêt pour la grande offensive. Et le New York Times a ajouté tout dernièrement que Kiev prévoyait au final une grande offensive en automne. Et là, ils ont fait des petites tentatives là, de grande offensive entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, hein, vous comprendrez dans le point sur l'Ukraine samedi. Donc ils ont quand même tenté le coup. Ça a échoué lamentablement. Les pertes ukrainiennes en hommes et en équipement a été terrible pour les Ukrainiens. Et à ce moment-là, ils font exploser le barrage. Alors encore une fois, je reviens parce que je digresse. Pourquoi? Bah, tout simplement, encore une fois, parce que ça empêche les Russes de traverser dans le sud le Dniepr. Dniepr qui était déjà un fleuve extrêmement large, puisque dans sa partie la plus étroite, de mémoire, ça fait dans les 500 mètres, ou dans les 300-500 mètres, quelque chose comme ça, dans sa partie la plus étroite. Voilà, sachant que souvent le Dniepr il fait environ 900 mètres, voire 1 kilomètre de large. Donc le Dniepr déjà était extrêmement difficile en temps normal à traverser, très difficile. C'était un barrage absolument, quoi, un barrage pardon, un fleuve déjà très difficile à traverser. En plus, les Russes dans le sud, c'est là où il y a leur défense la plus élaborée, la plus dense, la plus puissante. C'est là où ils ont plus de troupes. N'oubliez pas que c'est à Mélitopol qu'on fait l'entraînement de tous ceux qui arrivent, de tous les débutants qui arrivent de Russie. On les entraîne à Mélitopol. Mélitopol, c'est la ville où on entraîne les troupes. C'est là où il y a le plus de garnison. Voilà, c'est dans Mélitopol ou dans la banlieue de Mélitopol. Voilà. Donc c'est là où il y a le plus de troupes, le sud. Et ça a toujours été comme ça. Toujours. Voilà. Donc le coup du on fait exploser le barrage comme quoi les Russes peuvent... Non, non. On fait exploser le barrage tout simplement parce qu'on a perdu la guerre lamentablement, que notre dernière tentative, je suppose que c'est la dernière, vu la trempe qui se sont prises et la perte d'hommes, et en tank, il y a une énorme perte en tank, voilà, et des tanks occidentaux, en plus. Donc voilà, ils font exploser le barrage. En gros, les Ukrainiens font la politique de la terre brûlée. Parce que c'est pour empêcher, vu qu'ils ont perdu, mais tellement perdu, qu'ils veulent empêcher la prise de l'oblast de Mykolaïev, puis d'Odessa. Et quel meilleur moyen que de faire sauter le barrage. Comme ça, Kherson, qui est une ville très importante pour les Russes, pourra être difficilement reprise. Là, de toute manière, il n'est plus question de traverser le Dniepr par là. Voilà. Donc maintenant, pour reprendre l'oblast de Mykolaïev et d'Odessa, pour les Russes, ça va être extrêmement difficile. Voilà. Ça va prendre beaucoup, beaucoup plus de temps qu'ils ne l'auraient voulu. Voilà. Donc les Ukrainiens sont gagnants partout. Et n'oublions pas l'historique. N'oublions pas que l'année dernière, les Ukrainiens ont absolument voulu détruire ce barrage. Je le rappelle, il faut quand même se souvenir de l'historique. Voilà.
Donc les Russes étant de toute manière depuis l'année dernière les très grands gagnants de cette guerre, ils allaient reprendre de toute manière tous les territoires qu'ils avaient perdus en faisant leur retraite. Ils allaient tout reconquérir. L'armée ukrainienne, je vous le dis depuis des mois, est extrêmement médiocre, extrêmement à la ramasse, avec un manque d'équipement terrible, une démoralisation dans l'armée terrible, des désertions énormes. L'armée ukrainienne ne vaut plus rien. C'est l'OTAN là qui porte l'armée ukrainienne à bout de bras. C'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui envoie des forces. C'est l'OTAN qui envoie des mercenaires. C'est eux qui font le gros du travail. C'est pas les Ukrainiens. Même plus, maintenant j'allais dire, même plus le bataillon Azov, le secteur droit ou Stepan Bandera. Même plus. Parce que ces forces d'élite ukrainiennes ont été massacrées. Donc il en reste, bien sûr, mais plus assez pour faire de la différence. Plus pour faire quoi que ce soit. Donc leur grande offensive qui a misérablement échoué les a poussés à faire cet acte désespéré. Là, ils font, encore une fois, je le répète, la politique de la terre brûlée, étant donné qu'ils ne peuvent plus rien faire. Et vous avez noté, hein, historiquement, cela va crescendo. C'est-à-dire l'armée ukrainienne ne cesse de s'affaiblir avec les mois qui passent, et plus ils s'affaiblissent, plus ils accomplissent des actes terroristes partout en Russie. Car sur le terrain militaire, l'armée ukrainienne ne vaut plus rien. Ils ne peuvent plus faire que des actes terroristes maintenant. Voilà, ou gesticuler un petit peu sur le terrain, comme ces deux grandes offensives, entre guillemets, avec de grosses guillemets, qui ont lamentablement échoué. Donc ils font ce qu'ils font d'habitude dans ces cas-là. Voilà, quand ils savent plus quoi faire, ils font un acte terroriste. Et là, sur le barrage de Novakarovka. Voilà. Et mon avis, c'est que c'est la pire chose qui est arrivée depuis le début de la guerre à l'armée russe. C'est la pire des choses. Perdre un dépôt de munitions, un dépôt d'essence avec un drone ou un missile ukrainien, ça c'est pas très grave. C'est ennuyant, mais c'est pas très grave. La destruction de ce barrage est un énorme coup dur pour les Russes. Très gros coup dur. C'est pour ça qu'ils l'avaient beaucoup protégé l'année dernière, le barrage de Novakarovka. Là, pour moi, les Russes ont fait une erreur énorme. C'est-à-dire, ils se sont trop reposés sur leur laurier et ils n'ont pas protégé un site absolument stratégique. Ils ont pensé à la centrale nucléaire de Zaporijjie qui a absolument besoin de ce barrage hydroélectrique afin que le lac artificiel puisse être toujours plein et donc refroidir la centrale de Zaporijjie. Donc j'ai envie de vous dire, la centrale n'allait pas sans le barrage. Les deux fonctionnaient de pair. Et là, les Russes ont fait une erreur stratégique, très importante, très grave, j'ai envie de vous dire. C'est la pire chose qui leur soit arrivée depuis le début de la guerre. Et c'est ce qu'ils craignaient. Donc, à un moment donné, ils se sont dit, comme ils ont plus d'obus ou très peu d'obus, très peu d'HIMARS, très peu de missiles, bref, voilà, qu'ils allaient oublier le barrage de Novakarovka. Voilà, donc ils ont dénudé le site en force militaire au lieu de protéger scrupuleusement ce site stratégique, et ils en payent le prix. Ils payent le prix de leur laxisme et de leur manque de prévoyance et de leur manque de prudence. Ils en payent le prix, et le prix est élevé. Car là, l'armée russe va être extrêmement embêtée maintenant pour pouvoir prendre l'oblast de Mykolaïev et ensuite d'Odessa. Là, dans le sud, ils vont avoir les plus grandes difficultés du monde à avancer. Ça va être extrêmement difficile pour eux. Voilà. Donc à qui profite le crime? Bah, aux Ukrainiens, bien évidemment. Ça n'a pas changé hein, par rapport à l'année dernière, encore une fois. Bon, allez, j'arrête là. Je vous en parlerai plus de ces offensives samedi qui vient, lors du point sur l'Ukraine, et je ferai un point global, bien évidemment. Là, je fais cette vidéo en urgence, très vite, comme ça, à brûle-pourpoint, voilà.
Donc elle est très simple. Allez, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Et merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde. Voilà, merci encore à tous et toujours, soyez curieux.